bienvenue à ce 7e chapitre, et oui déjà, 7e chapitre du rapport Boivin. Je vous rappelle que c'est enregistré en après-midi, le jeudi, fait que si j'ai manqué quelques affaires là, en fin de journée, le jeudi puis le vendredi, arrachez-moi pas la tête quand vous regardez l'émission, soit sur TVC Basse-Lièvre ou encore sur ma TV. Merci j'ai des belles réactions, fait que je l'apprécie, ça me fait toujours plaisir quand vous me le dites, encore plus en personne. Quelle semaine, mais quelle semaine! La semaine dernière, je vous disais, on va se revoir la semaine prochaine en parlant d'aujourd'hui. Et on aura peut-être enfin notre première présidente des États-Unis. Alors, Françoise, comme beaucoup d'analystes politiques et de sondeurs, on était dans le champ gauche et pas à peu près. Vous le savez tous, si vous ne le savez pas, vous étiez ou dans le coma ou je ne sais pas où, vous dormez encore. Mais Donald Trump a été élu président, le 45e président des États-Unis, mardi, je dirais assez tard, pour ne pas dire mercredi, aux petites heures du jour. Ça a été toute une soirée. Puis juste pour faire un peu le scénario, comme quoi on a passé à travers toute une gamme d'émotions. Premièrement, il a renversé tous les pronostics aux primaires républicaines parce qu'il était une méchante trollée de candidats, dont Jeb Bush, le frère de l'autre. Et il y avait beaucoup de candidats qui semblaient être bien devant Donald Trump, qui avait zéro expérience en politique américaine, homme d'affaires, milliardaire, connu surtout du public par son émission à la télé, son émission de télé-réalité The Apprentice, où il prenait des gens puis il les faisait compétitionner pour qu'ils deviennent à la fin du concept son apprenti pour apprendre sur les bancs d'école Trump à comment devenir un bon milliardaire aux dépens d'à peu près tout le monde, puis comment faire de l'argent et ainsi de suite. Alors, c'est un peu comme ça qu'on connaissait Donald Trump. Il a fait des déclarations fracassantes. Les médias lui ont donné énormément, mais énormément de visibilité. Même si c'était une visibilité négative, je vous fais tout de suite une parenthèse. Il y a quelqu'un qui a déjà dit « Parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi ». Et dans le contexte Donald Trump, ça s'est tout à fait vérifié comme étant exact. Plus les médias lui tapaient sa tête et plus il montait dans les sondages. Alors, tout ça pour dire qu'il a planté à peu près tout ce qu'il y avait comme candidat républicain à la présidence pour devenir le nominé des républicains. Arrive Hillary Clinton, qui, elle, a eu à disputer la bataille à Bernie Sanders, qui était très populaire auprès des jeunes, auprès de la gauche démocrate, qui avait un discours un peu comme Donald Trump, très populiste, qui disait ce que les gens voulaient entendre. Du côté de Sanders, c'était « on va faire payer les riches ». Du côté de Trump, c'est toute une gang de pourris, les politiciens. Moi, j'arrive de l'extérieur, m'aller nettoyer tout ça. Les immigrants, c'est pas bon. Les ci, c'est pas bon. En tout cas, c'était à peu près le discours et ça rejoint une bonne tranche de l'électorat américain. Mais n'en déplaise à tout ça, arrivent les débats, Hillary Clinton performe super bien. Dans les sondages, elle semble s'en aller et voguer allègrement vers la victoire. Arrive le 28 octobre dernier, c'est la fameuse lettre du directeur du FBI. Pour certains, il est le grand artisan de la défaite d'Hillary Clinton parce qu'à partir de cette date-là, l'histoire des courriels d'Hillary Clinton ont repris tout le haut du pavé dans la campagne électorale américaine et ça a réellement fait, excusez l'expression, chirer sa campagne jusqu'à peut-être 3-4 jours avant le scrutin où le directeur a dit « Ah, ben savez-vous quoi? Non, c'est même décision que cet été, il n'y a rien là-dedans pour appeler sa mère et puis il n'y a rien de criminel dans tout ça. » N'empêche que le mal était fait. Ma conclusion à moi par rapport à ça, c'est que si ça a pris ça pour qu'Hillary Clinton plante, je vais vous dire, elle ne tenait pas à grand-chose parce qu'elle a eu beaucoup de temps pour expliquer ses courriels. On sent donc qu'il n'y a jamais eu une histoire d'amour avec Hillary Clinton, entre Hillary Clinton et le peuple américain. Même ceux qui ont voté pour elle, beaucoup ont voté en se pinçant le nez. C'est très différent des années Obama, surtout en 2008, lorsque le président Obama a été élu pour la première fois.
alors qu'on sentait, après les années très déprimantes de George W. Bush, où la guerre avait pris le premier plan, le terrorisme avec les événements du 11 septembre, c'était comme une bouffée d'air frais, un peu comme nous autres au Canada, après les années Harper, d'avoir l'arrivée d'un Justin Trudeau qui est jeune, photogénique, qui est fort sur le selfie, l'ego-portrait. C'est comme tellement un changement drastique, là, dramatique, que ça crée une onde de torpeur béatifiante, si je peux l'exprimer ainsi, du côté canadien. Alors, on a eu ces années-là du côté américain avec Barack Obama. Donc, les gens pensaient beaucoup, les analystes, les sondeurs, parce que c'est les réponses qu'ils recevaient, qu'elle était quasi assurée de la victoire. Il fallait voir les différents réseaux américains qui nous expliquaient ce qui s'en venait dans la soirée de mardi, jour du vote, le 8 novembre. C'était tellement simple pour Hillary, il suffisait, parce que tout le monde savait qu'elle allait chercher la Californie. Vous comprenez, j'imagine, depuis le temps que les gens vous en parlent cette semaine, aux États-Unis, les gens comme vous, comme moi, s'en vont voter et ils ne votent pas juste pour la présidence, mais je vais me concentrer surtout sur cet aspect-là. Ils votent soit Hillary Clinton, soit Donald Trump. Il y avait deux autres candidats, là, mais tellement, ils ont eu quelques pourcentages qui ont pu faire la différence, j'en conviens, dans certains États, mais si tu n'es pas capable d'aller chercher ces votes-là, tu mérites peut-être juste pas la présidence. Mais ceci étant dit, tout le monde savait qu'elle avait la Californie, il y a 538 grands électeurs. Donc, la carte, imaginez la belle carte des États-Unis et tous les États américains. Et de par leur poids démographique et autres, on leur a assigné un certain nombre de ce qu'on appelle des grands électeurs. Les grands électeurs, c'est des gens qui sont choisis par les partis pour être leurs représentants comme grands électeurs. Ce qui fait que quand tu gagnes l'État, donc mettons que tu gagnes à 50% le vote de l'État de New York, mais je vais prendre la Californie parce que je connais le chiffre exact. Alors, tu gagnes la Californie, tu ramasses les 55 grands électeurs qui sont assignés à cet État-là. Et comme c'est démocrate, ce sont les 55 grands électeurs démocrates qui vont, d'ici quelques semaines, rentrer leur vote pour Hillary Clinton. Ils n'ont pas le droit, normalement, de voter pour personne d'autre que la personne qui a remporté l'État. C'est ça qui fait que certains États où les luttes ont été assez serrées en termes de vote populaire, ça fait en sorte que même si Donald Trump a gagné et a été chercher plus que 270, qui était le chiffre magique pour atteindre la majorité du nombre de grands électeurs, le fameux 538 dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'était le chiffre magique. C'est comme ça que Donald Trump, même s'il n'a pas gagné le vote populaire, parce que et ça peut changer là, dans les prochains jours, tenez-moi-en pas rigueur. Maintenant, il y en avait comme, je pense, 290 grands électeurs. Ça fluctue des fois à la baisse quand ils font il y a tellement écoutez, c'est un grand pays, les États-Unis, hein, alors il y en a de la population. Il y a eu quelque chose comme 100 quelques millions d'électeurs qui ont exprimé leur droit de vote. Fait que ça en fait des votes, ça en fait des vérifications. Il y a des États où il y a eu du recomptage, il y a des comtés à l'intérieur d'un État qui, c'était tellement chaud. Alors, il y a toutes sortes de recomptages. Fait qu'à quelques centaines près, là, en termes d'électeurs, je vous dirais, à date, au moment où on se parle, Hillary Clinton a gagné le vote populaire, mais ça ne s'est pas transposé en grands électeurs. Ceux qui aiment beaucoup Hillary, comme moi, trouvent peut-être ça un peu triste, mais d'un autre côté, ça se comprend dans un contexte comme les États-Unis, pardon, qui est un grand pays, puis pour éviter que les plus petits coins, les plus petits États soient mangés tout rond, par exemple, par l'État de New York, qui a aussi beaucoup d'électeurs, de grands électeurs, et la Californie. Alors, c'était une façon d'assurer une certaine justice et égalité là, à travers tous les Américains. Il y en a qui vont dire, bien, regarde, ce n'est pas un vote pour tous. Oui, tu l'exprimes, puis je pense que c'est peut-être le moindre des deux mots. Alors, tout ça pour dire que quand la soirée électorale commence, c'était tellement évident par où Hillary Clinton, si elle gardait les acquis de Barack Obama, même si elle en perdait quelques-uns,
Il y avait des choses qui étaient encore en point d'interrogation, comme la Floride. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui allaient passer du temps en Floride. Moi-même, je passe du temps en Floride. La Floride qui est extrêmement divisée. D'ailleurs, le vote l'a démontré. Les grandes villes comme Tampa, Miami, Orlando, ça a voté en faveur d'Hillary Clinton. Et ce qui est plus en région, en périphérie, à travers la Floride, ça a voté pour Donald Trump. Et c'est très symptomatique de ce qui s'est passé partout aux États-Unis. Donc, l'urbain derrière Clinton et le rural qui est sorti en masse voter. Pourquoi? Et au lieu de tirer sur le messager, il faut peut-être regarder le pourquoi de tout ça. Qu'est-ce qui a fait que Donald Trump a déjoué pratiquement tous les experts, y compris ma personne, même si après les événements du 28 octobre, le FBI, je commençais à avoir une réserve. Je me suis dit, aïe, aïe, Hillary, elle va avoir son dossier niqab comme nous, on l'avait eu dans la campagne électorale de 2015, où un événement a fait réellement déraper toute une campagne. Mais reste que le message de Donald Trump a résonné, est allé vraiment chercher un pan de la population. Le rural, on nous dit beaucoup les hommes blancs. Quand on dit moins éduqués, il faut faire attention. J'ai entendu des commentaires dire que c'est les imbéciles, il a rallié tous les imbéciles. C'est un peu, je dirais, un peu réducteur et insultant. On ne sait pas ce qui fait qu'une personne vote, puis c'est pas parce que tu as une maîtrise que tu es un meilleur voteur nécessairement que le fermier, par exemple, au Texas, le rancher, ou bien des gens comme ça. Alors, je pense qu'il y a quand même un message que les gens ont embarqué avec Donald Trump. Moi, je m'interroge encore comment ils ont pu accorder du crédit à cet individu-là qui, entre ce qu'il disait et ce qu'il est, il y a une marge, il y a une mer, il y a un océan, il y a en tout cas tout ce que vous voudrez, parce que Donald Trump a fait sa campagne sur le dos de ce qu'il appelait les élites politiques, l'establishment, et il n'y a pas plus establishment, élite politique que Donald Trump, qui a gravité autour des Clinton, bon chum avec eux autres. Alors, quelque part, il y a une certaine forme d'opportunisme verbal, que j'appelle, mais qui a fonctionné. Alors, on verra comment tout ça va se transposer. Il y a des gens ultra malheureux. Moi, je le suis pour Hillary Clinton, parce que je sais comment cette dame-là a dévoué sa vie, et n'en déplaise à ses détracteurs, le personnage, comme on l'a décrit par les grands médias, et ce qu'elle est réellement, c'est toute une différence. C'est une femme, une grand-mère, elle a du cœur, elle est là pour les gens. Enfin bref, j'en aurais une tonne de compliments à faire. Mais elle n'a jamais été capable d'aller chercher cette connexion. Puis ça, c'est un cadeau du ciel quand on est capable de la faire, cette connexion-là, avec les gens. Mais ce ne sont pas tous les politiciens qui ont cette qualité-là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire un bon président. C'était le rêve de sa vie. C'était une première pour une femme. C'est encore un grand recul. Est-ce que je le verrai de mon vivant? On saura voir ça. On doit faire une pause, je vous en parle beaucoup, mais je veux quand même parler de l'après-élection de Donald Trump. Donc, on va faire une courte pause et au retour, on va se parler de ce qui s'en vient maintenant puis l'impact sur le Canada rapidement. Alors, une pause et on revient. Salut, je m'appelle Alexis, je suis sportif. J'aime courir et j'aime jouer au soccer. Un jour, Alexis courait dans la cour et il est tombé devant un tracteur de pelouse. Le chauffeur ne l'a pas vu et les lames lui ont coupé une jambe. Depuis cet accident, Alexis incite les enfants à rester loin des machines dangereuses. Son conseil: jouez prudemment. un message des amputés de guerre. Impératif Français vous invite aux soirées insolites les 25 et 26 novembre prochains au Bistro Bar Le Troquet. Le vendredi 25, passez une soirée inoubliable avec Fanny Bloom. Le samedi 26, voyez sur scène le groupe Canaille. Les soirées insolites d'Impératif Français, le bonbon culturel de l'automne. Pour réserver, visitez impératif-français.org. Alors, nous voici de retour. Alors, l'impact. Après le choc initial, c'est-à-dire les experts qui en revenaient tout simplement pas puis qui ont été obligés de renverser leur façon de voir les choses, d'une route facile pour l'élection de Hillary Clinton, c'est devenu, oh mon Dieu, quel État est-ce qu'elle pourrait remporter, qui sont encore chauds, qui ferait peut-être pencher la balance de son bord. On a tous vu que ça n'a pas marché.
Là, on s'est tous levés mercredi matin. Le soleil, comme disait Barack Obama, brillait encore. La terre ne s'est pas écroulée. Les astres continuent. Tout est encore là. Alors, on va tous respirer par le nez. C'est toujours une grosse déception quand ceux pour qui on était, pour qui on a voté, rentrent pas. J'ai encore du monde, moi je vous le dis, là, qui m'accroche sur la rue. Il y avait une madame qui avait l'air encore plus forte. Moi, j'ai eu le temps de m'en remettre là, de mon élection, de ma non-élection l'année passée. Il y en a qui en reviennent encore pas. Alors, c'est un peu ça que c'est cet effet-là. C'est tellement long, les élections américaines. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont été blessés par des propos que Donald Trump a tenus, que ce soit les Noirs, que ce soit les Mexicains, que ce soit les Latinos, que ce soit les gays, que ce soit ce que vous voudrez. Il a tellement insulté pratiquement tout le monde. Ça sera à lui de refaire les ponts avec ces groupes d'individus-là. Il a fait des promesses que, moi, je peux vous dire, je serais surprise qu'ils mettent en place parce qu'il ne sera jamais capable. Il y a quand même un Congrès et un Sénat. Il y a un Congrès américain qui est composé d'une Chambre des représentants et d'un Sénat. Les deux, j'en conviens, sont à majorité républicaine, mais Donald Trump ne faisait pas l'unanimité avec les candidats républicains. Alors, on peut prendre ça avec un grain de sel, le système américain étant ainsi fait que le président n'a pas tous les pouvoirs, même si c'est l'homme le plus puissant de la planète. Alors, j'ai l'impression que les choses vont se remettre tranquillement en place. D'ailleurs, son discours d'acceptation de son rôle de président élu vers les... Mon Dieu, je pense qu'il était rendu 3 heures du matin, ça vous donne une idée à quelle heure je me suis couchée, était très empreint il était beaucoup plus mesuré, beaucoup plus tempéré. Il a parlé qu'il était maintenant le président de tous les Américains. C'est certain, parce que c'était sa marque de commerce. Alors, enlevez-vous de la tête qu'il n'ira pas pour l'Américain moyen, pour les laisser pour compte, puis je ne parle pas des gens pauvres, des gens... C'est pas à ça qu'il réfère, lui. Lui réfère à ceux que l'élite politique s'est toujours contrebalancée, puis a fait ce qu'il voulait comme il voulait. Alors, lui va porter une oreille un petit peu plus attentive et a entendu la source de frustration. Et ça, j'encourage les politiciens canadiens de tout niveau, municipal, provincial, fédéral, à porter une attention particulière à ça. Parce que ce genre de discours-là, je l'entends sur la rue, je l'entends au McDo, je l'entends à différents endroits, du chauffeur de taxi. D'ailleurs, j'ai un chauffeur de taxi, Émile, que je salue, parce qu'il avait prédit la victoire de Trudeau, puis il avait prédit la victoire de Trump. Et ça me laisse sous-entendre, puis mon Dieu que je l'ai obstiné, combien des fois les gens, la population en général, qu'on tend à pas nécessairement écouter, en sait peut-être beaucoup plus que nous sur le sujet. Pour le Canada, les impacts peuvent être lourds. J'ai hâte de voir l'interaction Justin Trudeau versus Donald Trump. Si vous pensez que notre premier ministre est populaire, je vais vous dire que quand Donald Trump va se déplacer, ça va être un cirque. Alors, comment il va s'insérer à travers le cirque Trump, ça reste à voir. C'est deux personnes qui ne partagent pas du tout la même vision sur la plupart des sujets. Trudeau veut faire de l'environnement son cheval de bataille, a signé les accords de Paris, alors que Trump va cracher là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Alors, tout l'aspect international des traités, c'est peut-être un peu inquiétant, le rôle de l'OTAN, que les autres pays en mettent plus au lieu de toujours passer par les États-Unis pour faire la job pour tout le monde. Et c'est peut-être pas mauvais parce que ça veut peut-être vouloir dire que les Américains vont se mêler de bien moins de conflits et ça va peut-être en créer moins à travers le monde à cause de ça. Alors, je garde quand même une attitude assez positive par rapport à tout ça. Aujourd'hui, jeudi, ce matin, moi j'enregistre en après-midi, le président Obama rencontrait le président élu Trump avec sa femme. Ils sont arrivés avec le jet privé de Donald Trump. Ça vous donne une idée de comment un homme ordinaire il est. Et pour parler un peu de transition, Obama a très bien expliqué qu'il était pour faire ça, faire une transition en douceur, de la même façon que George W. Bush l'avait fait avec lui, même si c'était un républicain qui passait le bâton à un démocrate. Alors, respirons tous par le nez, c'est pas la fin du monde. Les marchés ont bougé, les marchés économiques, là, parce qu'eux autres, ils aiment bien ça de trouver des excuses de toute façon pour nous fourrer, mais ça est revenu assez rapidement. De toute façon, ils ont un gars qui est très pro-affaires de leur bord, qui va baisser les taxes des grosses corporations, des plus riches. Alors, disons que mon cœur ne saigne pas nécessairement pour eux. Alors, c'était un peu ça reste à voir. Il va se faire assermenter le 20 janvier prochain
Alors, ça devrait être un moment assez intéressant à regarder à la télé. Et puis, on l'a souvent appelé l'orange, Donald Trump. Alors, la farce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est que Orange is the new black, parce qu'Obama, évidemment, c'est une émission très populaire aux États-Unis. En tout cas, je passe à autre chose, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent dans la vie. Il ne reste pas beaucoup de temps pour en parler. Sur le dossier d'espionnage journalistique, je vous avoue que le gouvernement Couillard doit être très heureux qu'il y ait eu l'histoire de Trump parce que ça a mis beaucoup de choses, y compris la grosse fraude et l'écrocherie à la SIC, la Société immobilière du Québec, feu la Société immobilière du Québec. Alors, ça a permis de mettre ça un peu dans l'ombre. La nouvelle qui est ressortie peut-être le plus, c'est que Denis Coderre, pendant justement la soirée ou pendant la journée d'élection américaine, a annoncé que sa fameuse enquête là, par M. Denis, j'oublie son nom, là, son investigateur, son enquêteur municipal, Denis Galland, c'est ça, Denis Galland. Il avait retiré, il n'y en aura plus d'enquête. Il va laisser faire l'enquête provinciale qui a été mise sur pied par le gouvernement Couillard. Bonne affaire parce qu'on a tellement entendu parler d'ingérence ou de possibilité d'ingérence parce qu'il aurait reçu une contravention puis qu'un journaliste s'interrogeait sur s'il l'avait payé. Et là, il s'est dit, coudonc, y a-t-il une police qui dévoile mes informations? Et de là, le directeur du service de police de la Ville de Montréal avait décidé de faire des vérifications qui a mis en relief le fait qu'on écoutait le journaliste Patrick Lagacé. Alors ça va être une histoire à suivre, une histoire super triste dans la région. Vous avez entendu parler, ce père de famille qui est avec sa femme, ses 4 enfants, un cas de rage au volant, fort possiblement. On ne peut pas le confirmer encore tant que la police ne le confirme pas, puis peut-être qu'après, lorsque vous verrez l'émission, ça aura été confirmé. Il y avait un pick-up en arrière de la voiture conduite par M. Chrétien et ça a l'air qu'il y avait un énervé en arrière d'eux autres, en tout cas selon le témoignage du frère de Mathieu Chrétien et le témoignage de madame qui était dans le véhicule, que cet énervé, pour ne pas dire pire que ça, a commencé à leur faire des doigts d'honneur et ainsi de suite, et a poussé le véhicule qui a fait des tonneaux. Le papa s'est retrouvé parce que la voiture était comme sur le top et il y avait comme une espèce de cochonnerie d'eau, pas une tonne, mais vous savez qu'on peut mourir dans pas grand pouce d'eau. Et il a eu la tête submergée, il est rentré à l'hôpital d'urgence, toute la famille était correcte avec quelques égratignures, mais le papa, lui, était dans un coma, puis finalement, on l'a déclaré décédé. Ça pourrait entraîner bien des infractions criminelles. Ça reste à suivre. Mais si on a un message à se faire à tous collectivement, moi comme tout le monde, on a tous ces moments d'impatience, on devient un peu enragé. Des fois parce que, comme mon collègue à la radio de 104.7 que j'écoute le matin où je fais des commentaires, Michel Lapointe, qui a en horreur les meumères qui conduisent moins vite que les limites qui sont supposées d'aller. Ça le met en furie. Moi, c'est ceux qui conduisent dans la voie de gauche et qui n'ont pas d'affaires là-dedans. On a tous ces moments d'impatience, des fois, parce qu'on est en retard. Et ça, c'est de notre faute, c'est pas la faute des autres conducteurs. Alors, je pense qu'un événement comme celui-là, puis on va se le redire encore dans les prochaines semaines, prochains mois, parce qu'il y aura d'autres cas similaires. Respirons par le nez. Je ne veux pas faire de la grosse morale puis du preaching, là. Mais de grâce, maintenant, quand je rentre dans ma voiture, je mets ma ceinture et je me dis, Boivin, je m'appelle de même, Boivin, respire par le nez. Puis si tu arrives 5 minutes en retard, puis peut-être que tu aurais évité un accident, puis au moins tu seras en vie. Alors, si on peut tous se dire ça, puis être poli aussi, fait que quand il y a des voies d'entrée sur une autoroute, là, laissez donc passer une personne. Si on en laisse tous une passer, peut-être qu'il y aura moins de bouchons. Alors, nos sympathies à la famille, aux enfants, 4 petits-enfants, 31 ans le papa en passant, là, c'était tout jeune. Et elle se retrouve maintenant veuve et avec 4 enfants, monoparentale avec 4 enfants, à cause d'un épais qui a tassé le véhicule pour peu importe les raisons qui restent à déterminer, épouvantable. En fin de semaine, pendant que vous allez peut-être voir un de nos visionnements d'émissions, le Parti libéral du Québec a un conseil général, il me semble que c'est à Laval, là, mais peu importe l'endroit où ça a lieu. Et cette semaine, il y a un rapport d'un ancien président de la commission politique du Parti libéral du Québec qui a remis un rapport de presque 50 pages
au parti pour dire attention les amis, le Parti libéral du Québec, qui est une institution, tu sais, on le dit souvent, les libéraux pour les battre, là, ça prend tout un concours de circonstances et ce, malgré scandale, malgré ce que vous voudrez, c'est pas évident. Dans ce contexte-là, ce que ce directeur ou ce président de commission politique dit aux instances du parti, c'est attention, ce grand parti qui existe depuis 150 ans, ben, il perd des membres à tour de bras. C'est rendu qu'une machine à collecter de l'argent. Il y a un désengagement du membership. Moi, je vais vous dire, ça m'impressionne un peu moins, l'histoire de désengagement de membership. C'est partout pareil dans tous les partis politiques. Qui se réveille un matin en se disant « Hey, ça me tente d'être membre d'un parti politique ». Les 3/4 des gens, si pas plus, disent « Je ne veux pas être affilié à rien du tout, je veux garder mon indépendance ». Alors, c'est un challenge pour les partis politiques pour avoir... Pourquoi on a des membres? Oui, pour parler de politique, etc., mais surtout pour avoir des bras, des jambes, quand vient le temps d'une campagne électorale. Mais là, il semblerait que le Parti libéral du Québec est tellement déconnecté de sa base militante, tout est tellement concentré dans les bureaux du premier ministre, c'est pas évident. La question du parachutage de candidats, combien de candidats venaient pas de la place, alors qu'il y a des membres qui travaillent là-dedans dans certains comtés, certaines circonscriptions depuis des années, et qui tout d'un coup se font forcer un candidat qui devient le candidat de l'establishment, de l'élite politique du parti. Et c'est là que ça commence à se déconnecter. Il y avait aussi une espèce de comité que sa job à l'intérieur du Parti libéral du Québec, c'était de s'assurer entre chaque élection de voir les promesses qui avaient été faites par le parti et lesquelles avaient été tenues, lesquelles ne l'avaient pas été tenues. Bien, je pense que c'est Jean Charest, alors qu'il était premier ministre, qui lui a scrappé ce comité-là. Et c'était déjà une indication qu'on se contrefout un peu de ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, mesdames et messieurs, les politiciens en politique active, et peut-être qu'il y a une leçon à aller chercher là. Si vous n'engagez pas vos gens, et c'est peut-être plus par le biais de membership, si vous n'intéressez pas les gens à votre machine, le problème est que quand va arriver l'élection, ça peut être un événement qui va faire en sorte que votre carrière politique va se finir abruptement et il n'y a personne qui souhaite ça. Je n'ai pas le temps de faire une grande analyse de ce qui se passe en termes de discussion budgétaire dans la ville de Gatineau. Ils viennent de passer 4 jours à discuter de ça. On y reviendra. On nous parle encore d'une hausse de 2,9 %. Beaucoup de gens se demandent comment ça se fait qu'à Ottawa, on parle de 2 et ici 2,9 %. C'est la question. On saura y répondre bientôt. Bye tout le monde.